écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Juste une mise au point, relire les sources, rénover les regards. Vous l'aurez peut-être compris derrière cette référence à Jackie Schwartz, chanteuse éphémère des années 1980. Nous avons souhaité poser dans cette première section un cadre méthodologique pour parler de la diversité des patrimoines LGBTQIA+, et de leur appréhension. Alors, patrimonialiser un objet, qu'il soit matériel ou immatériel, revient à l'investir de signification, de valeurs dont la perpétuation comporte un intérêt pour le collectif social. Faire vivre ce patrimoine suppose dans un second temps de s'assurer que ces différentes valeurs et significations continuent de faire écho avec le présent. Et ça passe par la préservation de l'intégrité intellectuelle et matérielle de cet objet. Ça passe aussi par le fait de porter un regard nouveau sur lui, avec cette idée, donc encore une fois, de continuer à faire écho. Et continuer à faire écho, c'est aussi, dans une certaine mesure, répondre aux interrogations et aux préoccupations d'une société contemporaine. Et à cet égard, et en lien avec ce qui vient d'être dit par Elisabeth Levovici, le patrimoine, alors qu'on l'appelle patrimoine, matrimoine, ou qu'on parle de collecting, justement, constitue quand même un matériau primaire, une sorte de masse privilégiée pour pouvoir étudier les processus de cristallisation des identités de genre, des identités sexuelles à travers le temps. Les trois premières interventions que vous allez entendre proposent trois regards croisés sur les patrimoines LGBTQIA+, émanant de champs disciplinaires distincts. D'une part, l'archéologie, pour Caroline Trémaud, chef de la cellule archéologique des Ardennes. L'histoire de l'art et de la culture visuelle pour Gabriel Bay, qui est chercheur et artiste. Et enfin, la muséologie des sciences pour Ali Akbari, qui est muséographe au Muséum de Toulouse. Alors chacune de ces trois disciplines, qui sont des disciplines anciennes, sédimentées, se construit sur des bases... C'était pas une blague archéologique, mais... chaque discipline se construit sur des bases épistémologiques et des méthodes. Elle produit un discours, une forme de vérité qui lui est propre et qui n'a de valeur que dans le cadre d'analyse qu'elle s'est fixé et dans lequel elle s'exprime. Et tout l'enjeu de ces trois interventions, et la raison pour laquelle nous les avions réunies ensemble, est de montrer comment des disciplines préexistantes peuvent se saisir de thèmes d'actualité et d'outils conceptuels provenant des queer studies ou des gender studies pour regarder différemment un patrimoine qui existe, qui est là et que l'on a à gérer. Trois disciplines donc, mais des questions finalement assez communes. Jusqu'où peut-on faire parler des sources? Où commence l'anachronisme? Qu'est-ce qu'une discipline scientifique peut ou ne peut pas dire? Et pour ouvrir ce thème, nous laissons la parole en premier à Caroline Trémaud. Et vous pourrez poser vos questions à la fin du cycle de trois interventions. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je dois vous avouer que quand on m'a parlé de cette journée intitulée « Troubles dans le patrimoine », à peu près 10 ans après que j'ai soutenu ma thèse sur le genre en archéologie, je ne pouvais pas ne pas vous proposer quelque chose. Donc, je remercie les organisateurs pour cette journée et d'avoir accepté la proposition de ma communication, où j'avais envie de vous dire beaucoup de choses. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous perdre dans le détail, mais je tiendrai le temps. Je ferai attention. Alors... Le genre en archéologie, on peut se demander si ce n'est pas une histoire en fait très ancienne. Effectivement, les archéologues de tout temps se sont intéressés aux sépultures. Les sépultures, alors il faut être honnête, pas pour les squelettes, pas pour les individus, mais plutôt pour le mobilier, le beau mobilier. Et ces sépultures ont donné lieu à de nombreuses fouilles qui, depuis 50, 60, 70 ans, nous donnent maintenant énormément de données sur l'identité des squelettes. Effectivement, aujourd'hui, on ne fouille plus une sépulture que pour le mobilier, bien heureusement, mais vraiment pour comprendre. Une sépulture, ça nous permet d'avoir des données biologiques grâce au squelette, sur l'individu. Ça nous permet aussi d'avoir des données sur son statut social grâce au mobilier déposé avec lui, et aussi son insertion finalement dans une communauté, puisque quand on a de la chance, on a la sépulture au sein d'un cimetière, et donc on peut vraiment recréer une approche collective de l'identité d'un personnage. Donc ce sont des données très très riches, et qui ont souvent été questionnées en termes d'identité. Alors, depuis très longtemps, depuis le 19e siècle, on a identifié les individus d'après le mobilier déposé dans la tombe. Alors, c'était pas très compliqué. Si on a une épée, c'est un homme, c'est donc un chef. Si on a des bijoux, c'est une femme.
et on ne sait pas trop ce que c'est. Et on a un exemple très, très parlant avec une tombe découverte en Suède, la tombe de Birka, qui a été fouillée au 19e, très bien d'ailleurs, mais on a identifié cette tombe comme étant celle d'un homme, une épée, une hache, un couteau et des flèches. Aucune question à se poser. Et il a fallu en fait deux études génétiques, parce que la première, on a cru qu'il y avait une erreur, pour prouver que c'est pas un chef, c'est pas un homme, c'est une femme. Donc ça pose d'autres questions. Et ces questions, on les voit toujours dans la façon dont on essaye de représenter ces riches femmes. On est aussi un peu entre versions très classiques et stéréotypes. C'est pas la seule fois qu'on a eu ce petit problème, et je vous en reparlerai. Donc pendant longtemps, à partir des tombes et du mobilier, on identifiait des hommes et des femmes. C'est une première étape en archéologie funéraire. Et puis, à partir des années 50, plutôt 60-70, on a commencé à essayer de réfléchir à partir du squelette et de définir des critères pour objectivement identifier les personnages dans la tombe. Objectivement, c'est relativement subjectif, puisqu'au début, c'était un critère de gracilité. Donc, os épais, robuste, un homme, os fin, gracile, une femme. Selon ces critères, je dois être un homme. C'est très clair. Voilà, on a heureusement un petit peu évolué, et aujourd'hui, on identifie le sexe à partir du bassin, de l'os coxal, qui permet d'avoir une définition probabiliste. Donc, on a un pourcentage de réussite, ça marche ou ne ça marche pas. Et on peut identifier un sexe de façon relativement fiable. Relativement parce que malheureusement, l'os coxal est l'os qui se conserve le moins bien. Donc il est souvent fragmenté, voire parfois totalement absent. Donc le sexe est difficile à obtenir en archéologie. Et on finit par tomber dans un espèce de cercle vicieux, où on essaye d'avoir une détermination anthropologique, donc biologique du sexe, à partir du bassin. Ensuite, on va faire le lien entre le sexe de l'individu et le mobilier déposé avec cet individu dans la sépulture. On généralise ce lien à toutes les autres sépultures du cimetière ou de la région. Et puis finalement, on utilise ce mobilier pour définir le sexe biologique du reste des défunts. Et donc on tombe dans un cercle vicieux qui est à peu près exactement le même que celui qu'on a réfuté, qui était en cours depuis le 19e siècle. Et effectivement, l'archéologie n'est pas exempte de stéréotypes. Alors elle est facile, mais j'aime bien la présenter, je n'ai pas pu m'en empêcher. On a découvert au 19e siècle une tombe, la tombe d'Egtvect, qui est particulièrement bien préservée. En fait, c'est une tombe monoxyle. Donc le cercueil est creusé dans un tronc de chêne et dans de la tourbe, ce qui fait que tous les textiles, tous les éléments organiques ont été conservés, ce qui est un cas très, très, très rare. Donc on a les habits, par exemple, on a les ongles, on a les cheveux. Donc c'était bien une jeune fille blonde, pas de problème. Et la tenue de cette jeune fille, elle a entre 16 et 17 ans lors de son décès, a posé beaucoup de questions. Et vous avez cette citation, je ne l'ai pas inventée, c'est bien un archéologue qui écrit cette phrase dans les années 80, pour parler de cette tenue, puisqu'elle porte une jupe relativement courte, selon, on va dire, les standards de la personne qui écrit. Et surtout, c'est une jupe, c'est constitué de franges, avec sans doute un petit anneau terminal qui permet de les relier. Donc ça fait un petit peu une jupe qui est susceptible de découvrir les cuisses. Donc ça pose des questions. Et puis il y a ce petit pull, qui a l'air très très bien en laine, et vous le voyez sur les premières représentations, il couvre bien le corps. On n'a aucun souci. Or en réalité, la meilleure représentation et la dernière, c'est un crop top. Il laisse clairement le nombril apparent. Mais il a fallu 15 à 20 ans pour qu'on ose le montrer sous cette forme. Et on le voit sur la photo où la jeune fille pose avec la tenue, elle est voûtée en réalité. Elle ne se tient pas droite. Si elle se tenait droite, on aurait vu son nombril. Donc voilà, on a un certain nombre de stéréotypes. Je vous en donne un autre parce que j'aime beaucoup. Alors, c'est un exemple français. C'est la tombe de Vix qui a été découverte dans les années 50 au nord de la Côte d'Or. C'est une tombe princière. Donc, les tombes princières, on en connaît beaucoup pour une période allant du Bronze final, donc de moins 1200 à peu près, jusqu'à la fin du 5e siècle de notre ère. Et cette tombe est très très riche. Elle est surtout connue pour son cratère. Donc, c'est l'immense vase que vous avez en bronze. Immense vase, il avait une capacité de 1100 litres de boisson, a priori alcoolisée. Voilà. Une des tombes les plus riches pour la période pour l'Europe. Et cette tombe, quand elle est découverte, elle pose une question principale. Il n'y a pas d'armes. C'est la plus riche et il n'y a pas d'armes. C'est embêtant, donc on ne sait pas trop quoi en faire. Et il y a littéralement 50 à 60 ans de littérature sur la question de l'identification de ce personnage. Alors parfois, assez tôt, on l'identifie comme une femme. Il n'y a pas d'armes. Donc c'est une princesse nomade, parce que vraiment c'est la tombe la plus riche, donc on ne peut pas dire que c'est n'importe qui. Et puis, ça pose quand même beaucoup de questions, parce qu'il n'y a toujours pas d'armes. Donc on essaie de le trouver un rôle plutôt cultuel, c'est un petit peu plus acceptable. Donc on va parler de prêtre chaman, de prêtre travesti, pour essayer de justifier, parce que ça serait quand même un homme.
Et puis, une dernière explication que j'aime beaucoup et qui est la plus récente, c'est que c'est une femme au physique disgracié, d'où sa position sociale prééminente. Voilà, donc le physique disgracié, on n'a pas vraiment de preuves, hein, en réalité. J'ai pas pu vous empêcher de vous mettre la représentation de Paris Match de cette princesse. C'est très très rare que Paris Match illustre des découvertes archéologiques. Donc le côté blond et rouge à lèvres carmin, archéologiquement, on n'a aucune preuve. Donc voilà, et le tort qui est posé comme un serre-tête est en réalité un collier. Donc partant de tous ces stéréotypes sur les notions d'identité, on dit qu'il y a un petit peu du travail sur le genre en archéologie. Et en réalité, c'est quand même une discipline qui s'est emparée assez tôt de la thématique du genre, notamment dans tous les pays anglo-saxons et nordiques et en préhistoire. La préhistoire s'est très vite intéressée à la question de la division sexuelle du travail et donc s'est emparée de cette question à la fin des années 70, dans les années 80-90. On a vraiment une phase de conceptualisation. Et puis, à partir des années 1990, on va avoir une explosion des publications, des monographies sur le genre, toujours dans la littérature anglo-saxonne. Donc on a vraiment un concept qui est utilisé, mais en France, on met un petit peu plus de temps. Et c'est souligné jusqu'au début des années 2000. Le genre n'a pas trop percé en France. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est utilisé ailleurs et pas chez nous ? Il y a sans doute beaucoup de facteurs. Moi, j'en identifie 3. Sans doute un problème de reconnaissance du concept, une réelle confusion entre les termes genre et sexe en archéologie, et puis les sociétés... pour lesquelles moi je m'intéresse particulièrement, donc les sociétés, on va dire, pré-romaines, on a une carence des sources classiques. On n'a pas de texte, on n'a pas d'iconographie. Donc, à la différence de ce qu'on peut faire à partir de textes ou d'iconographie où on a pu questionner la place des femmes, on est pour ces sociétés sans source, et donc on a une invisibilité, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire l'absence des femmes. Alors, est-ce que c'est vraiment une particularité de l'archéologie française, ou est-ce que cette absence du genre se voit dans toutes les sciences sociales françaises ? Bon, on va répondre assez vite. Depuis les années 70, alors on a vu une évolution des appellations des genres d'études, mais il y a des études sur les femmes, des études féministes, puis des études sur le genre, en histoire sociale, en genre, en histoire sociale, voilà, en histoire ancienne également. Donc, c'est plutôt vraiment une particularité de l'archéologie française. Et quand on sait que le genre est présent sur les murs des toilettes dans une université française, on peut se dire que maintenant, on ne se pose plus la question, il faut en faire. Alors, cette particularité de l'archéologie française tend à disparaître, et depuis les années 2010-2015, on voit commencer à apparaître une multiplication des publications sur la question. Donc, on est en bonne voie, mais il y a encore du travail. Alors, pour parler du genre, je pense qu'il est essentiel de voir un petit peu rapidement d'où vient cette notion. En fait, c'est une notion assez ancienne, et on peut retracer vraiment son démarrage dans les années 30 avec les travaux de Margaret Mead, qui va poser une première base, mais qui va être un petit peu la seule pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, on ne peut pas ne pas citer Simone de Beauvoir exactement, mais elle ne va pas travailler explicitement sur le genre. Et il faudra vraiment attendre les années 60 pour avoir l'utilisation de ce terme et la distinction entre genre et sexe. Alors, j'insiste beaucoup, mais c'est parce qu'en archéologie, on a beaucoup confondu genre et sexe. Donc voilà, je prends un peu le temps. Et puis ensuite, dans les années 70, on va affiner un petit peu cette précision avec notamment les travaux d'Anne Oakley, et le genre devient quelque chose de social non déterminé par le sexe. Et puis à partir des années 80, on va passer à une sorte de deuxième phase où le genre n'exprime pas la part sociale de la division, mais il est cette division. Et là, c'est principalement les travaux de Judith Butler et de Thomas Laqueur qui sont très importants, où le genre est désormais perçu comme un système de différenciation, et en archéologie, ça va nous être très utile. Donc, on peut utiliser, pour nos besoins d'archéologues, cette nouvelle définition. Le genre n'est pas seulement un système de différenciation, mais aussi un système de domination. Et c'est là où on va pouvoir un petit peu s'amuser. Et donc, quand on veut faire du genre en archéologie, il faut faire plusieurs choses. D'une part, le distinguer définitivement du sexe. Le sexe qu'on peut avoir, il va être biologique, donc osseux quand on a le bassin et qu'on peut faire une détermination du sexe, génétique, quand on a les moyens de payer des analyses ADN sur les squelettes. Et puis, on peut aussi travailler sur le genre. Mais pour moi, il faut travailler sur deux choses différentes. Sur ce que j'appelle les genres, c'est-à-dire l'utilisation du pluriel, c'est la définition de genre archéologique qui ne sont pas binaires, ma diapo n'est peut-être pas très claire, mais qui sont vraiment à concevoir comme un continuum, avec d'un côté un pôle qui va être masculin, de l'autre côté un pôle qui va être féminin, et au milieu une multiplicité des variables.
Et puis, il faut, à partir des genres et de toutes les autres études qu'on peut faire sur un squelette, travailler sur le genre au sens du système de différenciation et de domination qui s'exerce. Quand on part de ce principe, on a en place les outils basiques, les outils nécessaires. Une première étape, c'est définir ces genres et ne surtout pas les confondre avec le sexe. Bien considérer que ce n'est pas une variable binaire et surtout s'adapter aux données archéologiques. Chaque corpus de données est particulier et doit être traité avec une méthode adaptée pour ne pas surinterpréter ces données. On le distingue du sexe et effectivement, ça va nous permettre de questionner le rapport entre genre et sexe sur les corpus funéraires avec des sociétés qu'on ne maîtrise pas, qu'on connaît mal, et donc plusieurs possibilités qui peuvent s'exprimer. Soit on est face à une société où le genre et le sexe se superposent, on va dire c'est les sociétés européennes des années 80-90, soit, quand on ne se pose pas de questions, soit le genre va primer sur le sexe, soit on est face à des sociétés où le sexe importe peu et n'est pas forcément un élément signifiant. Alors, je vous ai beaucoup parlé du sexe et je prends le temps de m'arrêter un petit peu dessus parce que ça paraît assez simple, le sexe. Hein. C'est homme ou femme. Et bien, finalement, sa lecture et son interprétation est beaucoup plus complexe qu'il ne peut paraître, notamment parce que l'être humain, on est une espèce avec un très faible dimorphisme sexué. À la différence, par exemple, des oiseaux où le mâle va avoir des plumes particulièrement voyantes et la femelle va être un peu terne. Chez les humains, non, c'est pas le cas. Et donc, on entend souvent parler de facilité à partir d'un squelette de définir un sexe, notamment dans certaines séries américaines. Très bien, hein, mais en réalité, c'est pas vrai. Et à partir d'une main, on peut pas savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc ça, il faut pas l'oublier, et c'est important de le repréciser. Et puis, on a toujours le poids des stéréotypes de sexe qui fait que quand on a un squelette avec une épée et qu'on hésite parce que le bassin est un peu fragmenté, ça finit souvent par devenir un homme. Alors, l'archéologie funéraire a une chance incroyable, c'est de pouvoir faire appel à la notion d'intersectionnalité, puisqu'on est à un moment où on va avoir différentes variables qui vont se croiser et s'exprimer en même temps, et ça au sein de la sépulture. Et on a accès à un certain nombre de ces variables, notamment le genre, avec une analyse du mobilier, je vais vous expliquer un petit peu plus loin, le sexe, quand on a de la chance et que le bassin est à peu près conservé, la notion de statut ou de classe, la notion de statut social, à travers les dépôts mobiliers, l'emplacement, l'architecture de la sépulture. On peut aussi accéder parfois aux notions d'origine et d'ethnicité de l'individu par rapport à la nécropole. Et puis, alors là aussi, quand on a la chance d'avoir de bonnes données anthropologiques, à l'âge du défunt. Donc on a vraiment cette chance d'avoir une espèce de capsule temporelle où on peut, en réalité, questionner le genre. Et je vais vous proposer très très rapidement une petite étude de cas basée sur mon travail de thèse. Donc c'est l'analyse de ces fameuses sépultures très très riches, ces tombes princières qu'on connaît très bien, qui s'échelonnent entre, on va dire à la louche, entre 1350 et à peu près plutôt 300 sur une grosse partie de l'Europe. Donc ces tombes, elles sont reconnues par des espèces de marqueurs culturels qui vont être utilisés sur toute la période, des marqueurs de pouvoir. Alors ça va être la présence d'orfèvrerie, là vous avez un exemple de bracelet en or absolument magnifique, mais on a d'autres pièces. Une architecture assez monumentale, c'est ce qu'on appelle le tertre. Donc voilà, c'est des monuments de terre, mais qui font quelques mètres de hauteur et plusieurs mètres de diamètre. De la vaisselle métallique importante puisqu'elle signifie la consommation de boissons alcoolisées dans un cadre collectif, et la présence de chars, chariots ou éléments de harnachement. Alors ces sépultures évoluent sur toute la période, elles ont chacun les éléments chronologiques propres à leur période, mais on a quand même ces marqueurs communs qu'on retrouve. Et l'idée, c'était de les étudier finement pour essayer d'en savoir un peu plus sur la place des femmes et des hommes au sein de cette espèce d'élite européenne. Alors, c'est des sépultures qui ont beaucoup été fouillées anciennement, donc on a très peu de données sur le sexe biologique, on n'en a que 4%. Et donc, dans mes travaux, j'ai travaillé sur une définition statistique de genre archéologique à l'aide d'AFC, d'une méthode vraiment statistique pure, et j'ai déterminé 3 variables de genre, masculin, neutre, mixte ou féminin. Alors que 3 variables, c'est un peu restrictif, mais vu le corpus, c'était la meilleure solution pour essayer d'analyser et d'interpréter ce corpus. Et on voit des choses assez intéressantes sur une période d'à peu près un millénaire, puisque vous avez un moment où vous allez voir en bleu, le masculin va dominer quantitativement à peu près toute la première partie de la période, jusqu'à peu près 800 avant notre ère. Le féminin est très absent de ces premières tombes très très riches, et puis la situation à la fin du VIe siècle s'inverse totalement.
on voit apparaître des tombes féminines qui sont plus nombreuses que les tombes masculines. Les tombes neutres ou mixtes, elles, sont toujours présentes de façon relativement normée, autour de 20%. Et donc on voit cette forte identification des sépultures de l'élite selon leur genre, et une évolution en plusieurs étapes chronologiques qui fait sens. Mais il faut savoir que cette prédominance des élites féminines à la fin du VIe siècle est relativement brève, puisque dès la période suivante, on voit un retour du masculin, des élites masculines. Et quand on regarde non seulement le genre, mais aussi la richesse moyenne de ces sépultures, on se rend compte de quelque chose d'assez étonnant, c'est que pour toutes les périodes, le féminin est beaucoup plus riche que le masculin. Alors vous avez juste un petit passage à la fin du bronze final où le féminin paraît moins riche, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de sépulture féminine connue pour le moment. Et donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre de stéréotypes qui traînent en archéologie, et interpréter ces données, avoir ce gros corpus de données analysées, permet de reposer un petit peu les questions et les stéréotypes présents. Par exemple, on a souvent interprété ces tombes de femmes très riches comme étant les femmes ou les filles de chefs, ou des tombes liées à une matrilinéarité. Ces deux hypothèses peuvent vraiment être exclues, elles n'ont aucun sens sur l'investissement funéraire dans du féminin à ce niveau-là. Et donc, on repose les questions en proposant des vrais statuts de femmes ayant accès au pouvoir. De la même façon qu'on considère qu'une tombe très riche masculine est une tombe d'homme, on doit considérer qu'une tombe féminine très riche est une tombe de femme ayant aussi accès à un pouvoir politique. Pour conclure très rapidement, j'insiste sur le fait que le genre archéologique est une variable et n'est pas un sexe biologique, donc vraiment cette confusion est à éviter, qu'il n'est pas binaire et qu'il est à définir selon les corpus. Là, je vous ai présenté une solution de genrer un corpus archéologique à partir de mobilier et d'analyse statistique. On pourrait très bien le faire dans certaines parties de l'Europe, notamment au début de l'âge du bronze, selon l'orientation des corps dans la sépulture, parce qu'il y a des modalités de dépôt très particulières. Faire du genre en archéologie présente vraiment une ouverture incroyable. Ça permet en partie de pallier l'absence de données anthropologiques. Le sexe, on l'a rarement, donc on ne peut pas réfléchir sur l'organisation sociale des sociétés passées. Et puis, passer des genres au genre, à ce système de différenciation et de domination, permet vraiment de questionner les structures sociales en place et leurs évolutions dans ces sociétés pour lesquelles, je vous le rappelle, on n'a pas de texte. Donc on navigue un peu en aveugle. Et puis, on questionne ici les patrimoines. Et bien finalement, quand on s'intéresse au genre, on se rend compte qu'on déconstruit beaucoup, surtout on déconstruit des schémas hétéronormatifs. Et peut-être que quand on est dans ce travail-là, on amorce une archéologie queer, mais ça nous permet de renouveler les interprétations. Et sur l'archéologie du genre et le patrimoine, eh ben, c'est possible. Je pense qu'on peut en faire, il faut travailler plus. C'est possible d'un point de vue institutionnel en archéologie préventive sur des données funéraires. Alors ça prend un petit peu de temps et c'est une approche où tout le monde n'est pas à l'aise avec, mais on peut l'inclure dans les études. Et puis, dans les musées archéologiques, je pense qu'il faut faire attention au poids des images et à la transmission des stéréotypes, particulièrement pour essayer de déconstruire certaines choses. Je vous remercie. Alors on va maintenant passer la parole à Gabriel Bey, qui est chercheur EUS, je me suis trompé tout à l'heure, et artiste. Et voilà. Gabriel, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les élèves conservatoristes de la promotion 2023-2024, ainsi qu'à l'Institut national du patrimoine pour l'organisation et l'invitation à cette journée d'études. Je tiens également à remercier mes directeurs de mémoire de Master 2, que j'ai par ailleurs eu le plaisir de rédiger ici à l'INHA, dont est tirée cette communication, Pierre-Olivier Dittmar et Clovis Maillet, pour leur soutien et leur précieuse orientation bibliographique, ainsi qu'à Camille Campos-Fragoso, écrivaine et chercheuse indépendante, avec qui j'ai collaboré intellectuellement durant toute l'écriture du mémoire. Enfin, je souhaitais préciser en guise de prolégomène que le titre de ma communication que je m'apprête à prononcer a subi un subtil changement. Là où il est figuré sur les différents programmes que je traiterai de Saint-Marin et du pape Jean VIII, j'ai fait le choix de traiter principalement de ce dernier. Ceci afin de pouvoir, dans un souci d'intelligibilité, d'expliciter plus amplement ma démarche méthodologique et son application à un seul cas d'étude. J'aurai cependant l'occasion de mentionner Marin au cours de ma présentation, qui tentera, par ailleurs, de répondre à deux questions principales.
comment reconnaître dans les sources visuelles médiévales des vécus non cisnormés, et comment aborder l'objet artistique au sein de la discipline historique à partir d'un prisme analytique enrichi par les études de genre. Il engendra un enfant. C'est ainsi qu'au milieu du XIIIe siècle, Jean de Mailly parle pour la première fois dans nos sources de l'histoire d'un pape anonyme, d'un pape légendaire, dont la rumeur se répand jusqu'à devenir le récit mythique du pape Jean VIII, féminisé a posteriori par l'auteur italien Boccace en tant que papesse Jeanne. Nous parlerons bien aujourd'hui de Jean, un personnage fictif ayant vécu à la fin du IXe siècle, assigné femme par les auteurs successifs qui décident de prendre les vêtements masculins. Il se rend à Rome où il est remarqué pour sa force d'esprit. Sa science lui ouvre les portes de la curie romaine où il grimpe les échelons de la hiérarchie curiale jusqu'à l'élection pontificale. Il proclame notamment au cours de son pontificat le jeûne des 4 temps. Son règne prend fin brutalement lors d'une procession entre Saint-Pierre du Vatican et Saint-Jean du Latran où, saisi de fortes douleurs abdominales, il accouche publiquement. Au gré des itérations littéraires et visuelles, le pape Jean souffre de diverses punitions à la suite de son accouchement. Il est en effet soit châtié par l'assistance, notamment par la lapidation, soit emprisonné jusqu'à sa mort, soit victime d'une mort subite post-partum. La légende médiévale du pape Jean VIII apparaît donc comme le récit d'un pape parturiant, d'un pape accouchant, d'un pape transmasculin. Les nombreux ouvrages polémiques qui en découlent, qu'ils soient protestants, catholiques ou rationalistes, ont façonné une approche moderne de la tâche historienne. Entre les XVIIIe et XIXe siècles, le travail rationaliste et anticlérical des Lumières relègue la vie du pape Jean VIII au rang de conte populaire. C'est alors une acception unanime. Il s'agit d'une légende. Aucune femme n'a jamais accédé au trône pontifical à l'époque médiévale. Les auteurs de la fin du XIXe siècle construisent alors une constellation de récits narratifs dégradants où Jeanne n'est plus Jean, où Jeanne n'est plus pape. La papesse se rend avant tout coupable d'être une femme travestie qui incarnerait le sexe faible et usurpateur tant craint par les hommes. L'historien, lui, à partir d'un socle théorique qui prend racine dans une conception historiographique cis-centrée des vécus, se fait le relais de ce malaise médiéval face à cet événement. Dans la continuité de l'écrivain italien Boccace, ils se font le jeu de la réassignation et proposent plusieurs hypothèses de travail afin de qualifier ce personnage ayant décidé de mener sa vie en tant qu'homme. Selon les historiens, la prise de vêtements, considérée comme masculin, ferait de Jean un adepte du travestissement. Ou peut-être sommes-nous ici en présence du vécu d'une personne intersexe. Si l'esprit médiéval y voit parfois une perversion diabolique, une figure trompeuse et manipulatrice, une femme au contact pollueur, écho des fantasmes de l'époque, la tradition historiographique, elle, que nous venons de qualifier, ne semble pas non plus échapper à la tentation du classement. Tantôt intersexe, tantôt travesti, l'on ne laisse jamais à Jean la possibilité minimale d'être simplement l'expression médiévale d'un imaginaire trans. C'est bien cet imaginaire qui a pourtant permis la production d'une nouvelle tradition iconographique, celle du pape accouchant. Les historiens, ayant écrit sur le sujet qui nous occupe, ont tous analysé extensivement la tradition littéraire du récit johannique, ainsi que sa trajectoire historique jusqu'au XIXe siècle. Nous saluons ce travail, nécessaire à la compréhension globale de la légende, mais nous regrettons une place trop marginale accordée à la tradition iconographique médiévale du récit, tradition par ailleurs particulièrement riche à partir des premières années du XVe siècle. Nous sommes ici à même de constater que le regard que portent les historiens modernes et contemporains sur la légende du pape Jean VIII porte en lui, pour ainsi dire, un par défaut cis, où toute trajectoire de vie présente dans les sources littéraires et visuelles ne peuvent être lues autrement. C'est bien une lacune méthodologique peu anodine qui apparaît ici. Les auteurs arpentent les sources dans le seul objectif de retrouver le genre véritable de Jean sans envisager sa possible transitude. Si l'on se penche en effet sur les sources de ce personnage, et en particulier sur les images médiévales, on observe un ensemble de stratégies mises en place par Jean afin de vivre en société en tant qu'homme. Nous pouvons relever le changement de prénom, le changement de coiffure ou encore le changement de vêtements. En somme,
les récits médiévaux décrivent et valorisent la transition de genre du pape Jean VIII jusqu'à l'accouchement. Notre tâche est donc celle d'une réinterprétation et du renouvellement du regard historique sur l'iconographie médiévale de notre sujet à la lumière des études de genre. À cette fin, nous ferons usage de plusieurs outils théoriques provenant des publications les plus récentes de notre champ. Il sera ainsi question d'utiliser le concept de possibilité trans pour illustrer à la fois le fait trans qui se déploie et l'hypothèse qu'il représente. Nous utiliserons le terme de transitude, théorisé par la sociologue Karine Spinera, pour se référer à l'état, identitaire ou non, au parcours d'un individu trans, et de fait trans, afin de décrire la matérialité du vécu et du parcours légendaire du pape Jean, sans faire le jeu de la réassignation historique, quelle qu'elle soit. Enfin, notre méthodologie se fonde sur le concept de l'image-objet, théorisé par l'historien Jérôme Bachet. Afin de comprendre la force signifiante de l'image médiévale, il convient d'appréhender la choséité des œuvres, à savoir leur disposition spatiale, leur mode de production, ainsi que leurs utilisations sociales. Ce faisant, à partir de l'appareil méthodologique que nous venons d'expliciter, nous sommes à même de reconnaître et d'analyser la présence d'un motif trans dans les enluminures médiévales du pape Jean VIII. L'observation du corpus iconographique nous offre à voir des images d'un pape représenté selon les canons visuels classiques de la papauté médiévale. Vêtu de la tiare, cette imposante coiffe à 3 couronnes superposées, du manteau impérial, entouré de la curie, le pape, Jean, résolument homme, accouche. C'est bien cette proximité avec les parcours trans que l'on retrouve notamment dans les récits hagiographiques dominicains de saints et martyrs chrétiens dont fait partie Saint Marin, qui permet en effet aux enlumineurs médiévaux d'exprimer visuellement une familiarité avec les trajectoires de vie trans, au travers notamment de la réactualisation d'un motif trans contenu dans la représentation de l'accouchement ventral. En dépit de l'invention bocassienne d'une papesse Jeanne, la tradition iconographique médiévale de la légende joannique est celle de la mise en scène de l'accouchement d'un pape transmasculin, éminemment pape, inextricablement homme. Les textes médiévaux ne s'appliquent donc pas à dénoncer ces pratiques de transition, mais s'attardent sur son insuccès dans l'actualisation de la chasteté masculine, tant mise en valeur par la cléricature médiévale. L'enfantement joannique met ainsi en acte l'échec spirituel de Jean à vivre comme un homme d'abord, comme un androgyne mâle chaste ensuite. En somme, les images médiévales de l'accouchement abdominal de Jean ne peuvent être rapprochées d'un accouchement féminin, en ce qu'ils ne partagent ni les mêmes fonctions, ni les mêmes caractéristiques visuelles. La culture catholique médiévale est pourtant familière des accouchements masculins. L'historienne Léa de Von souligne que le mythe fondateur du christianisme décrit un autre accouchement fameux bien connu des érudits. C'est l'accouchement costal d'Adam. Ce topos, prototypique de l'enfantement abdominal, provient de l'épisode de la création d'Ève dans la Genèse. À partir du IXe siècle, émerge une iconographie de la création où les artistes insistent sur l'unité sexuelle des premiers humains, où Ève s'extirpe du corps d'Adam. Devon défend une représentation sexuelle neutre d'Ève et d'Adam, permettant à l'artiste de figurer Adam telle une matrice charnelle, d'où s'échappe le corps d'Ève nouvellement créé. Les images de l'enfantement joannique sont ainsi construites en opposition, par ailleurs, au modèle virginal de Marie. L'enfant jaillit de l'abdomen du pape, contrairement à une naissance symbolique où la mandorle christique et immaculée agit comme une fenêtre temporelle et typologique. Nous observons également la variation formelle de la composition de l'accouchement du pape Jean. Contrairement aux images de la création d'Ève, le nouveau-né ne jaillit pas en direction du registre supérieur des miniatures, dans un mouvement ascensionnel, similaire à, cette composition que nous qualifierons en Y, mais bien en lambda, en direction du registre inférieur. La comparaison formelle nous permet d'envisager que les enlumineurs ayant réalisé les miniatures du pape Jean avaient connaissance de ces compositions en Y, où les deux êtres sont rattachés par la taille. À la lumière des éléments rapportés par Léa de Von, nous sommes également à même de conclure que l'accouchement masculin n'est pas un impensé iconographique.
Il relève au contraire d'une tradition étroitement codifiée, renvoyant aux origines mêmes de l'humanité et de l'institution catholique. La figure du pape, quant à elle, véritable pilier sacré de cette institution, ne peut alors donner naissance que sur un mode déjà préexistant de l'enfantement masculin. L'image-objet, dans sa choséité, inscrite dans le contexte particulier de la papauté, impose un respect formel et stylistique par les artistes. On inscrit le personnage du pape Jean dans une continuité de parturition divine et extraordinaire à l'origine d'un motif transmédiéval. Cette innovation de la tradition iconographique donne naissance à une grammaire visuelle témoignant de la conscience médiévale d'une possible transmasculinité du pape Jean VIII. C'est une représentation glorieuse de la parturition masculine qui se déploie ici. La composition générale de l'œuvre le place le personnage du pape Jean au centre du cadre. Il canalise le regard du spectateur ainsi que de ses pairs. Cela permet d'insister sur l'importance de son rôle dans l'image et dans le récit. Les modalités de son accouchement nous interpellent. Un nouveau-né jaillit de son abdomen en direction du sol. Par ce choix, l'enlumineur témoigne de sa connaissance de la tradition iconographique des accouchements masculins. Et, par ailleurs, la connaissance de cette tradition et sa réactualisation dans ces enluminures permet de percevoir en creux la familiarité des médiévaux avec des trajectoires de vie non cis, avec des trajectoires de vécu trans. C'est bien dans cette nuance que nous sommes à même de percevoir la conscience médiévale d'une possibilité trans. À travers la création et la réactualisation littéraire et iconographique d'un motif trans, nous constatons que ce n'est pas le corps d'une femme qui enfante, mais celui d'un homme qui n'a pas réussi à se défaire, et je cite, de la faiblesse de sa composition. Dans l'image qui nous occupe, Jean est représenté selon les mêmes modalités physiques que ses pairs cis présents à ses côtés. Les traits du visage sont les mêmes, la couleur du teint ou encore la position de son corps. Or, c'est également par comparaison directe avec ses pairs cis que s'impose la particularité du vécu de Jean. Les autres clercs, eux, n'accouchent pas. Les enlumineurs ont choisi de le représenter uniquement au moment où sa transitude est visible, où elle se déploie, et ce, à travers l'utilisation d'une grammaire stylistique cis-masculine médiévale. Autrement dit, nous sommes en capacité de percevoir la transitude de Jean VIII en ce qu'elle est absente chez les autres personnages du récit et du manuscrit. C'est parce que toutes les autres trajectoires de vie sont cis que l'accouchement de Jean apparaît dans toute sa singularité. Il n'est pas l'accouchement d'une femme, il est celui d'un homme. Si Jean n'est pas trans, pourrait-on assister à un tel parcours? Pourrait-on représenter ainsi une parturition masculine? Si l'érudit médiéval ne connaît pas le fait trans, comme longtemps mis en avant les historiens du XXe siècle, peut-il créer un tel personnage fictif? La transitude constitue-t-elle un impossible du moment médiéval? L'appareil conceptuel de la médiévistique est obsolète en l'état actuel pour traduire les nuances de la légende du pape Jean et répondre efficacement à ces questions. Nous avons montré comment les historiens du XXe siècle réactualisent une méthodologie du par défaut cis, inopérante en ce qu'elle invisibilise les parcours trans, les parcours non cis, dans les sources médiévales. Elle ne permet pas non plus de traduire l'imaginaire médiéval qui permet la création de ce mythe. Elle ne fournit pas les outils nécessaires à la compréhension d'une iconographie transmasculine du mythe joannique. Ces représentations visuelles d'un accouchement masculin incarnent matériellement une familiarité médiévale avec ce fait trans que nous avons eu l'occasion de définir. C'est bien l'étude attentive de l'iconographie de la parturition masculine du personnage du pape Jean VIII qui nous permet de reconnaître l'expression d'une possibilité trans dans l'imaginaire médiéval. Si l'enlumineur n'a pas de référence transmasculine empirique, il ne peut représenter Jean ainsi. Si nous disposons d'une iconographie de la parturition de Jeanne, selon des codes féminins, par ailleurs plus tardives, nous disposons également d'une iconographie à part entière de la parturition de Jeanne, selon des codes masculins. On est ainsi en mesure de reconnaître une grammaire visuelle médiévale transmasculine qui ne peut être expliquée par une grille de lecture cis du mythe joannique. Le malaise face à un motif trans semble avoir été tranché par la médiévistique, supprimant ainsi l'éventail des possibilités médiévales et de leur richesse. C'est ici le révélateur d'un rapport situé, d'un rapport cis,
à une possible expérience trans présente dans les sources, présente dans notre patrimoine. Il s'agit ainsi de sortir d'une logique d'assiliation normalisante en contradiction avec la tâche historienne. Aucun personnage fictif ou non ne doit être considéré comme cis par défaut. Afin de reconnaître cette possibilité, à l'image de celle du personnage du pape Jean VIII, l'historiographie se doit de disposer d'outils méthodologiques précis que nous avons eu l'opportunité de parcourir, afin d'établir rigoureusement les contours d'un fait trans à partir de la matérialité des sources, à partir de la matérialité d'un vécu. Combien de trajectoires de vie possiblement trans n'ont pas été considérées dans les sources historiques? Embryonnaire ici, l'étude rigoureuse d'une hypothèse trans, à côté d'une hypothèse cis, nous permet d'établir une connaissance médiévale du fait trans, reconnaissable dans d'autres contextes que celui du mythe johannique, à l'instar des parcours hagiographiques de personnages masculins ayant transitionné afin d'entrer en monastère, tels que Saint-Marin. La performativité des images médiévales permet, par ce fait, une cristallisation de la connaissance d'un fait transmasculin dépassant le seul cas du pape Jean VIII, en somme d'un fait transhistorique. Je vous remercie. Et nous allons donc finir cette première section par Ali Akbari. Petit test. Super. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Vous êtes si nombreux que c'est intimidant, je dois le dire. Mon intervention trouve ses origines dans le cadre d'une exposition temporaire au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, Sex Appeal, la scandaleuse vie de la nature. Alors ce n'est pas de la publicité, hein, mais c'est l'origine de ce projet. C'est une exposition qui est ouverte du 14 octobre 2023 au 7 juillet 2024, qui aborde la sexualité dans le règne animal et dans le règne végétal. Et on aborde également l'origine de cette sexualité, comment elle a été perçue, comment elle a été décrite, et notamment des notions qui sont liées au patrimoine LGBTQI+, dont l'homosexualité animale. L'objectif de cette exposition était évidemment d'apporter un nouveau regard sur la nature, de montrer que la nature a une vision très patriarcale, même jusqu'à aujourd'hui. Des naturalistes contribuent à véhiculer cette vision de la nature complètement faussée et apporter aussi une dimension scientifique qui a pu manquer justement à des débats sociétaux, à ces débats, ces échanges autour de la sexualité. Alors, cette exposition, que ce soit de la masturbation de l'écureuil, des primates, de la fellation des chauves-souris, en passant par l'homosexualité des lions, des girafes, des écureuils, des manchots, et bien d'autres animaux. La sexualité des animaux est bien plus désolante que l'on pourrait le croire. Elle est même très diversifiée, très étonnante, très luxuriante également. Et en termes de sexualité, les animaux sont très extravagants et on est même assez vieux jeu, je dirais, comparé à eux. Cette exposition a relevé de nombreuses questions. De quelle manière doit-on parler de la sexualité? La manière dont on s'adresse au public, c'est un des enjeux de la muséologie et même de la muséographie. Comment transmettre un savoir, d'autant plus quand ce savoir touche à l'intime, c'est pas facile. Quels sont les risques d'un discours anthropomorphique et ou anthropocentré? Et tout simplement, ce qui est même l'objet de mon intervention aujourd'hui, est-ce que les questions queer ont leur place dans un musée de sciences? Comment s'adresser à un public, évidemment. Mon objectif est de répondre à toutes ces questions aujourd'hui, si j'y arrive. Sex Appeal est une exposition qui a été complexe pour son discours qui touche à l'intime, parce qu'il y a toujours ce jeu de miroir entre le public et l'exposition. Mais elle s'est relevée aussi complexe par son vocabulaire, par le vocabulaire qui est employé pour décrire tous ces comportements animaux, toutes ces attitudes, comportements et vocabulaire qui laissent penser qu'on
qu'on serait dans cette démarche de l'anthropomorphisme, que nous prêterions aux animaux quelque chose d'humain, quelque chose qui serait en opposition à la réalité scientifique. Certains décriront dès l'Antiquité que l'homosexualité n'existe pas par Avicenne. L'humain, est-ce que l'humain est un animal ? Et surtout, nous avons un bon nombre de vocabulaires. Il y a une réelle opposition dans l'utilisation de vocabulaire très précis. Sexualité, reproduction, homosexualité, rapport de même sexe, séduction, parade, transsexualité, hermaphrodisme alterné. Certains scientifiques et naturalistes aujourd'hui sont en opposition totale à l'utilisation, par exemple, du terme de sexualité pour des animaux. Pour eux, le terme clé, le terme juste serait la reproduction, et même l'homosexualité est quelque chose d'assez problématique à leurs oreilles. Ils utiliseront plutôt l'expression de rapport entre individus de même sexe. L'utilisation de ces termes-là renverrait dans l'imaginaire collectif à l'anthropomorphisme, parce qu'on appliquerait cet univers humain, cet univers sexuel aux animaux. Et surtout, ce qui nous amène, c'est que tout cet univers sexuel ne serait qu'une caractéristique, ne serait qu'un privilège de notre espèce, Homo sapiens. En dissociant une nouvelle fois l'humain de la sexualité, on est à nouveau dans une vision anthropocentrée où l'Homo sapiens est totalement détaché du règne animal et serait le seul détenteur de cette sexualité. Bien que cette sexualité est évidemment très contestée par les naturalistes. Aujourd'hui, heureusement, certains biologistes, surtout anglais, très peu français, sont de plus en plus souples à l'utilisation de termes de vocabulaire, notamment sexualité, homosexualité, qui enverraient autrefois seulement à l'humain. Donc ils étudient, documentent de plus en plus les émotions, la sexualité, le plaisir sexuel, l'attachement, l'homosexualité dans le règne animal, parce que toutes ces notions-là, évidemment, sont liées. La position du muséum que nous avons appliquée au sein de ce projet et au sein de la muséologie que nous avons appliquée était de, évidemment, questionner notre place dans ce règne animal, parce qu'il faut le rappeler que l'humain n'a très peu de différence avec les grands singes, et nous ne sommes que des animaux parmi tant d'autres. Donc, replacer l'humain dans ce règne animal était déjà un premier pas inclusif qui est nécessaire pour observer et appliquer ensuite de nombreuses similitudes dans le thème de la sexualité entre les différentes espèces du règne animal, et notamment l'homosexualité qui est fortement présente. Il faut savoir que la biologie a été fortement marquée par une vision patriarcale qui est surtout représentée notamment sur la représentation des femelles dans le règne animal. Les femelles sont très peu étudiées, on s'intéresse peu à ce genre. Il y a donc, je reprends tout simplement le titre de la journée, il y a un trouble, oui, dans le patrimoine scientifique également. Et il y a cette citation de James Weinreich que je trouvais très intéressante. Si les animaux se comportent d'une façon que nous jugeons bonne, nous la qualifions de naturelle. S'ils font quelque chose qui nous déplaît, nous appelons ce comportement bestial. Donc l'humain renvoie systématiquement à l'animal un comportement inexplicable ou déviant à son regard. Cette exposition aussi, lors de sa conception et de sa production et de sa recherche, on s'est inscrit dans une thèse qui s'appelle le pluralisme sexuel. Le pluralisme sexuel, tout simple, en quelques mots, tout est dans la nature. Voilà. Le but de cet argument philosophique était de casser, de critiquer cette idée dichotomique, ce fondement biologique à nos structures sociales et culturelles, et surtout en admettant qu'il n'y a pas d'universel social et que le sexe n'est pas déterminant du comportement de l'individu. Dans le but de cette argumentation philosophique, il faut savoir que pour nos naturalistes conservateurs aujourd'hui,
qui n'ont pas changé d'état d'esprit. Il y a dans la nature des mâles, des femelles qui se reproduisent. L'homme et la femme dans notre société seraient les formes humaines de cette dichotomie sexuelle ultime, où il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres alternatives. Évidemment, cette vision anti-essentialiste est essentielle parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'universel social en matière de genre et ni d'universel biologique en matière de sexe. Tout est dans la nature, c'est l'essence même, j'ai envie de dire, de la biodiversité. Lorsque nous abordons la biodiversité, le moteur clé de cette notion, c'est la différence. La différence, c'est le moteur de la biodiversité, c'est ce qui donne même son essence. Et enfin, toute la difficulté de ce projet et de la science en général était de dissocier l'ordre biologique de l'ordre politique, de l'ordre biologique. Pour chaque fait scientifique, et nous le retrouvons dans l'histoire des sciences, que ce soit sur la découverte de la sexualité végétale, que ce soit sur la théorie de l'évolution de Darwin et bien d'autres, pour chaque fait scientifique, il y a la donnée brute et ensuite il y a sa retranscription. Et sa retranscription est bien souvent marquée par des normes sociales, par des normes politiques qui ont marqué l'époque de la découverte. Donc toute la difficulté évidemment est de rester neutre et déconnecté de toute construction sociale lorsqu'on aborde des notions scientifiques dont l'homosexualité animale. Depuis l'Antiquité, lorsque nous retraçons l'histoire des sciences, je repense à votre intervention sur l'archéologie, nous avons projeté dès l'Antiquité des préjugés d'origine culturelle. Les femelles les mâles surtout étaient décrits comme résistants, forts, robustes, dominants, rien de nouveau, et les femelles étaient fragiles, petites, ternes, inactives, d'une tristesse absolue. Donc, et évidemment, tout élément incompatible avec cette vision-là était une erreur ou une perversion. Évidemment, toutes ces définitions-là, on était mal parti vraiment pour décrire le genre, et ces visions-là étaient encore présentes aujourd'hui. Et c'est une des raisons pour laquelle les femelles, dans les collections zoologiques, sont très peu étudiées. Si vous citiez le pan au début, le pan est très intéressant parce qu'on imagine systématiquement chez les oiseaux que le mâle va avoir cette parade luxuriante qui va danser, chanter, etc. Voilà, il va dépenser une tonne d'énergie pour séduire la femelle, et la femelle est inactive, elle reste terne, fixée face au mâle. Voilà. C'est tout. Ce qui est totalement faux, parce que la femelle est tout aussi dans la séduction que le mâle, et au contraire, elle va répondre à cette séduction. Donc voilà, il y a un jeu qui se forme pour vous donner une idée. Évidemment, la différence entre les mâles et les femelles est une base qui est validée par les biologistes, ce dimorphisme sexuel. Néanmoins, ils reconnaissent aujourd'hui, et ça c'est une belle avancée, que le sexe n'est pas déterminant du comportement de l'individu. Donc, est-ce qu'on est peut-être dans un début de différenciation entre le sexe et le genre? Peut-être, mais pas tout à fait. Un des exemples que je trouve intéressant, c'est celui de la hyène. La hyène, jusqu'au XXe siècle, les scientifiques pensaient qu'il n'existait que des mâles à l'état naturel. Parce que la hyène a la particularité d'avoir un clitoris proéminent qui ressemble fortement à un pénis. Donc évidemment, les hyènes se montent entre elles, se lèchent, se dominent. Donc on a longtemps pensé que c'était des mâles. Et évidemment, force de constater que l'espèce n'a pas disparu. Donc les femelles étaient bien existantes. Dans notre premier argument, nous construisions tout simplement l'idée qu'il faut retranscrire notre société sur la nature. Mais faut-il pour autant reprendre la nature comme modèle ? Est-ce qu'un bestiaire cuir serait un contre-modèle intéressant? Faut-il par exemple s'inspirer de l'homosexualité du lion? Des lions qui se montent entre eux, qui se font plaisir, qui jouent. Il y a du plaisir sexuel également. Faut-il s'inspirer du changement de sexe chez les poissons pour la transsexualité? Faut-il s'inspirer par exemple des couples homoparentaux d'oiseaux, notamment chez les flamants roses? Évidemment, toutes ces stratégies nous questionnent. Est-ce que ça permet de
de justifier l'homosexualité, de montrer qu'évidemment il n'y a rien de contre-nature en fait dans l'homosexualité. Et si nous allons plus loin dans ce raisonnement en prenant la nature comme modèle, que fait-on des comportements, par exemple, qui, à notre regard, sont violents? Qu'en est-il, par exemple, de la menthe religieuse qui va dévorer le mâle? Qu'en est-il de ces araignées qui piègent les mâles? Qu'en est-il, par exemple, du diable d'Aspanie qui agresse, griffe, mord sa femelle pendant l'acte sexuel? Est-ce que c'est une façon de justifier les violences sexuelles? Évidemment, tous ces comportements sont distinctifs, ils sont représentatifs de chaque espèce parce qu'ils ont évolué en répondant à des conditions environnementales. Donc les prendre comme modèle ne serait pas la bonne solution non plus. D'autant plus que la notion de modèle est en opposition même à l'évolution. Un modèle est quelque chose qui est immuable, c'est un ensemble de paramètres qui est valable à un instant T. On est dans un espace figé qui ne correspond pas à la théorie d'évolution que nous appliquons depuis aujourd'hui des décennies. Évidemment, nous ne pouvons pas prendre comme modèle ce principe de nature. En revanche, nous pouvons nous inscrire dans cette nature, faire partie intégrante de cette diversité, ainsi que les différences qui nous représentent. En ce qui concerne la science, alors que nous dit la science aujourd'hui, où nous en sommes? Les scientifiques, pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle, ont réduit la sexualité à sa finalité, à la reproduction. Évidemment, tous les comportements qu'ils définissent comme alternatives ne trouvent pas leur place dans cette représentation, dont l'homosexualité animale. Aujourd'hui, les naturalistes ont admis l'existence plus ou moins fréquente d'une homosexualité animale, notamment chez les mammifères. Cette existence, qu'ils appellent plutôt de comportement, ne se trouve pas cloisonnée, comme vous pouvez voir sur ce schéma, à un groupe zoologique, mais au contraire, elle s'étend à une large gamme d'organismes, que ce soit les ours, les lions, les félins, des rongeurs, des petits primates, des chauves-souris et bien d'autres. Là où nous avons une limite aujourd'hui, c'est que nous avons beau valider l'observation de comportements homosexuels, en revanche, les scientifiques sont toujours frileux à parler de préférence homosexuelle. Est-ce qu'un couple de manchots mâles qui restent ensemble toute leur vie, est-ce qu'on peut vraiment parler de manchots homosexuels ou seulement de manchots qui ont des comportements homosexuels et qui se montent entre eux? Toute la difficulté, évidemment, est d'avoir accès à la conscience, si je puis dire, de l'animal. De nombreuses hypothèses ont été proposées pour expliquer l'émergence et même l'existence de l'homosexualité animale. Évidemment, ça reste toujours une énigme scientifique et ces hypothèses sont assez farfelues. Elles sont farfelues et elles peuvent se regrouper en différents groupes. Bon, la première, c'est vraiment l'incapacité à reconnaître le sexe opposé, ce que je trouve assez surprenant, parce qu'il n'y a pas que la vision, il y a les phéromones, les odeurs, enfin, il y a un nombre incalculable de paramètres que les animaux ont accès pour savoir si l'individu en face d'eux est un mâle ou une femelle. Ensuite, il y a la disponibilité. Alors visiblement, lorsqu'une femme une femelle ou un mâle n'est pas disponible, hop, je vais sur le sexe identique par frustration. Et enfin, le rapport social. Dans les groupes zoologiques où les animaux vivent en meute, en groupe, les comportements homosexuels, les montes favoriseraient justement des comportements positifs au sein du groupe et permettraient de maintenir une cohésion de groupe. On pense souvent aux bonobos, mais il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, nous avons aussi une autre limite, c'est l'éthologie. L'étude du comportement animal est une science assez récente qui date des années 80. Et toutes les subtilités des interactions sociales de l'animal sont encore mal connues pour la grande majorité des espèces, ce qui est un frein certain pour comprendre les comportements homosexuels. En revanche, aujourd'hui, ce qui est une belle avancée, c'est que nous avons décrit plus de 4500 espèces
où l'homosexualité est présente, que ce soit entre femelles ou entre mâles. Et évidemment, ce chiffre, j'en suis persuadé, ne cessera d'augmenter de plus en plus ces prochaines années. Bien que l'homosexualité animale soit toujours une énigme scientifique, son existence et son observation a été documentée dès l'Antiquité. Bon, de façon plus ou moins correcte et précise. Je vous ai pris quelques exemples ici. Alors, il y en a une qui est très intéressante, c'est celle de Platon, qui s'intéresse dès le début à la classification des organismes. Alors, ils feront bien d'autres erreurs, notamment comme classifier les plantes comme des êtres inférieurs. Le plaisir qu'ils y rapportent semble, selon la nature, avoir été accordé au sexe féminin, au sexe masculin, quand ils vont l'un à l'autre en vue de la génération, tandis qu'est contre nature la copulation des mâles avec les mâles ou des femelles avec les femelles. Bon, ben voilà, notre belle citation. Enfin voilà, contre nature, elle trouve son origine chez Platon, mais évidemment. Ces travaux ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Nous avons également Buffon, plus tard, qui a eu pas des très bonnes idées également. Un mâle se sert d'un autre mâle et même de tout autre meuble comme d'une femelle. Darwin, qui a révolutionné notamment la biologie, malheureusement n'a pas répondu à la présence de l'homosexualité. Il a même, je dirais, eu, sa période ne l'a pas aidé non plus, une vision assez stéréotype du genre, en qualifiant que chez presque toutes les espèces, les mâles sont plus passionnés que les femelles. La femelle a de très rares exceptions près et moins ardente que le mâle. On retrouve une nouvelle fois, voilà, le mâle est grand, fort, passionné, la femelle est terne, passive et inactive. Un des témoins historiques que je trouve le plus intéressant, c'est celui de George Murray Lewick, qui est un explorateur anglais au XXe siècle. Il est allé au pôle Sud pour étudier les manchots de la Terre Adélie. Et il a été très surpris par le comportement de ces manchots qu'il jugera de dépravés sexuels, tout simplement. Il observe de nombreux couples de manchots, mâles et femelles, se monter les uns les autres, se lécher. Voilà, il a une orgie de manchots face à lui. Et évidemment, pour lui, il est impensable de pouvoir retranscrire ces données dans son carnet de voyage, dans ses données scientifiques. Donc, pour éviter que ces données soient dans les mains de personnes non érudites et sensibles, il va, dans tout un passage de son carnet, retranscrire ces données-là sous un code régi en grec qui sera traduit bien plus tard. Et ces données sont aujourd'hui conservées, je crois, au British Museum, si je ne me dis pas de bêtises. Une fois que nous avons validé la présence de l'homosexualité animale, le but de la muséologie, je l'ai défini dès le départ, c'était de savoir comment nous allons la retranscrire. Je fais vite parce que je vois que je dépasse le temps. Représenter l'homosexualité animale n'est pas chose simple. Nous sommes posé énormément de questions. Ça a été l'objet de nombreux débats et d'échanges au sein du musée pour représenter cette thématique dans l'exposition. Nous avons notamment pensé à utiliser tout simplement les couleurs du drapeau, avoir un visuel fort qui soit identifié par le public. Malheureusement, les couleurs de cette idée a été perçue comme trop militante. On voit qu'il y a toujours beaucoup de sensibilité à ce sujet. Donc, pour représenter cette thématique, nous avons eu l'idée de représenter les animaux en couple. Donc, ça a été un parti pris muséographique. Les animaux étaient en couple, donc on avait un couple homoparental de flamants roses, un couple de manchots, de pingouins, de lions. Et ce qui était amusant pour anecdote, c'est que ce couple de lions, l'un des deux partenaires est arrivé un peu plus tard. Donc, pendant une période, le premier lion était, si je puis dire, célibataire. Et le public se demandait systématiquement, elle est où sa lionne? Elle arrive quand? Donc, ils ont été surpris de savoir qu'en fait, ce lion représentait un couple homosexuel et pas un couple hétéro.
Enfin, ce que je trouve évidemment le plus intéressant dans une exposition, ce sont évidemment le retour des visiteurs. C'est là où nous pouvons, si je puis dire, évaluer si le discours a été bien perçu ou non. Les retours le plus intéressant que je trouve, bon, il y a évidemment cette fille de 11 ans, j'ai pu découvrir que l'homosexualité existait bel et bien chez les animaux. Et ce jeune homme de 20 ans, je pense que l'aspect contingent du sexe n'a jamais été enseigné au collège, lycée, ce qui l'a rendu sale et contre nature. Aujourd'hui, je déculpabilise. Voilà. Hop, si je reviens au début. Alors, de quelle manière doit-on parler de la sexualité? L'exposition a été un moteur et nous avons utilisé ces parties pris muséographiques et scénographiques. Je m'arrête là. Non, je conclue. Quels sont les risques d'un discours anthropomorphique et anthropocentré? Ces risques-là sont toujours présents aujourd'hui, mais en replaçant l'humain dans le règne animal et en incluant la notion de différence dans le terme, dans la notion dans la définition de la biodiversité, en intégrant justement l'homosexualité animale, nous pouvons éviter ces risques-là. Est-ce que les questions qui ont leur place dans un musée de sciences? Oui. Ça permet de déconstruire justement toutes ces idées reçues et toutes ces conceptions de la nature qui ont été faussées depuis des décennies. Et il y a une autre exposition, c'est celle de l'exposition de l'amour qui a été présente au Palais de la Découverte, qui abordait notamment la notion de genre, qui était très intéressante, et comment s'adresser au public. Et bien là, il y a une multitude de possibilités. Voilà. J'ai essayé de... Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On va pouvoir ouvrir un rapide temps de questions avec la salle parce que la faille temporelle a déjà commencé à s'ouvrir et elle ne fera que se creuser pendant toute la journée. Alors moi j'ai une première question peut-être pour lancer et qui s'adresse à Gabriel. Vous nous avez parlé, j'ai vérifié quand même les dates parce que j'aurais pas pu les sortir de tête, mais d'un pape qui date de la deuxième moitié du 9e siècle. Vous l'avez illustré avec un certain nombre d'images qui étaient plutôt plus tardives. Donc voilà, j'aurais voulu savoir quelle était un peu la taille du corpus iconographique disponible pour parler de Jean VIII. Est-ce qu'on a des images, par exemple, de la Renaissance carolingienne qui s'y rapportent ou voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, peut-être? Alors, le corpus iconographique des images médiévales, justement, du pape Jean VIII, il y a une explosion à partir du XVe siècle et il n'y en a pas avant. Malheureusement. La seule image qu'on va avoir, la plus ancienne, date du XIIIe siècle, griffonnée en bas d'un manuscrit qui reprend donc le manuscrit original donc, de Jean de Mailly, de ce dominicain, qui est le premier en fait, à coucher sur papier la légende. Et donc c'est un petit visage en fait, griffonné et qui replace le pape Jean dans la continuité des papes. Et donc on n'a que ça. Et à partir du XVe siècle, on a vraiment une invention iconographique absolument géniale, je trouve. Et on a ensuite des continuations après au XVIIe et au XVIIIe siècle. Mais à partir du XVIIe siècle, même du XVIe en fait, le pape Jean n'est plus représenté comme sur les images que j'ai pu montrer, donc en tant que pape au masculin, mais en fait comme une femme. Donc c'est vraiment deux temps différents. Ça mériterait le corpus du XVIIe et du XVIe siècle mériterait, je pense, une étude à lui tout seul. Mais voilà, moi j'ai choisi de rester sur le XVe. Une deuxième thèse. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une question? Oui, j'ai une question. Là. Ça marche? Bonjour. Marielle, je crois que le micro n'est pas allumé. Si? Il faut attendre, voilà. Alors bonjour, Marielle Guinguénaud, élève conservatrice en archéologie. Donc petite question pour Caroline, que je remercie vraiment d'être venue. Ta communication était très intéressante et met le doigt effectivement sur le grand travail qu'il y a à faire en termes de développement de cette archéologie du genre. En conclusion, tu as mis l'accent sur le rôle des musées pour développer cette connaissance sur ce sujet. Moi, je m'interrogeais juste en t'entendant parler, ça fait le lien avec la dernière question. C'est vrai que dans mon jeune temps, je ne suis pas si vieille que ça, c'est vrai que toutes ces problématiques d'archéologie du genre, lorsque j'étais à études, n'étaient absolument pas évoquées. Et clairement, on m'a enseigné. Donc, il y a
très longtemps, que lorsqu'on tombait sur une sépulture masculine, il y avait une épée, enfin exactement tout ce dont tu as présenté. Je voulais savoir où ça en était d'un point de vue universitaire et en termes de présentation aussi chronologique, puisqu'effectivement l'accent est beaucoup mis sur la préhistoire, voilà, donc en termes des périodes un peu plus récentes, et d'un point de vue de la formation continue, parce qu'effectivement d'un point de vue opérationnel, les réalités de constitution des équipes des archéologues, on voit bien qu'il y a une diversité qui mériterait de se développer encore davantage au sein des services d'archéologie. Donc voilà, je voulais avoir un peu un éclairage si en formation même continue des professionnels, il y avait des choses qui étaient faites sur ces aspects aussi. Merci. Alors, sur la formation des professionnels, non, il n'y a pas grand-chose, puisque hormis s'ils viennent à des journées comme aujourd'hui, voilà, tout simplement. Sur la formation universitaire, ça se développe. Alors, on ne peut pas dire qu'on propose aujourd'hui dans les cursus d'archéologie des cours d'archéologie du genre. Par contre, moi, je me rends compte qu'on demande tout simplement de plus en plus d'intervenir pour faire des séminaires, pour des masters, pour des doctorants. Donc cette demande, elle augmente, hein, je l'ai vu, c'est depuis 5-6 ans, voilà. Ça existe, c'est proposé. Ça vient aussi d'une demande des étudiants, et ça, c'est très chouette, parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'étudiants qui demandent des problématiques de genre à des enseignants qui ne sont pas toujours à l'aise, et donc qui essayent de demander des interventions pour les encadrer. Donc ça, c'est en train d'évoluer, ça évolue lentement, mais on a quand même une multiplication des sujets de mémoire sur cette question et des propositions de journée. Ça reste toujours assez ponctuel, hein. Ça reste assez limité, il n'y a pas vraiment d'enseignement en place, on va dire. Il n'y a pas de cursus, il n'y a pas de master, ou il n'y a pas même de cours qui se développeraient sur une année entière. Donc voilà. Et effectivement, alors on gomme un peu cet aspect. Si vous trouvez une épée, c'est un homme. S'il y a des bijoux, c'est une femme. Quoique, pas toujours. Moi, je suis très surprise de la dernière interprétation que je vous ai proposée de la Dame de Vix, disant qu'elle était très laide et que c'est pour ça qu'elle était sans doute très riche. Elle date de 2008. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Parler du genre en archéologie, c'est toujours un peu qui tout double. Donc, on a parfois des retours un peu, pas forcément violents, mais assez fermés. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose. Il y a encore beaucoup de travail à faire dessus. Ça se fait tout doucement. Ça se fait un petit peu plus en Belgique qu'en France, par exemple. Donc voilà, on n'est pas très en avance. C'est propre aux périodes préhistoriques, dans le sens préhistoire, protohistoire, on va dire grosso modo avant les Romains, avant l'Antiquité, parce qu'à mon avis, on n'a pas de texte, donc voilà. Pour tout ce qui est l'histoire antique ou même l'archéologie de l'Antiquité, en fait, plus de choses ont été faites, tout simplement parce que c'est des problématiques qui ont été prises depuis les années 90. C'est l'histoire des femmes de Michel Perrault. Enfin voilà, il y a des choses qui sont ancrées parce qu'il y a des textes qui montrent des profils féminins plus variés, ce qu'on n'a pas, nous, pour les sociétés proto-historiques, des sociétés où on n'a pas de texte. Donc il n'y a en fait que notre interprétation, que notre lecture qui a été posée sur ces sociétés, et donc forcément une lecture on va dire ethnocentrée, anthropocentrée, avec tous les biais existants. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions ? À peu près. Merci. Bonjour. J'avais une question également pour Gabriel Bay, qui porte aussi sur l'iconographie. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que en termes de vêtements, à chaque fois, ce sont vraiment des tenues de pape qui sont vraiment des tenues masculines, enfin associées au masculin. Il n'y a vraiment pas, en tout cas dans l'iconographie de la fin du Moyen-Âge, de volonté de marquer soit un genre, soit l'autre, soit ce trouble dans le genre. Alors que, enfin, ça m'a vraiment interrogée sur si dans votre corpus ça arrivait plus tard. Parce que je pense par exemple à l'exemple d'un personnage bien connu comme Jeanne d'Arc. Quand on regarde les représentations fin du Moyen-Âge, Renaissance, c'est des tenues, j'allais dire non genrées, mais non, masculines. Mais en revanche, Jeanne d'Arc, représentation 19e, elle a sa taille est bien cintrée, etc. Je me demandais s'il y avait des évolutions similaires pour Jean VIII dans l'icono ou... Oui, alors je sais pas si... ok. Oui, ça rejoint du coup un petit peu la première question qui m'a été posée, c'est-à-dire que effectivement, l'iconographie du 15e, c'est un homme, quoi. C'est un homme qui accouche. Et en fait,
y a vraiment une rupture au XIVe siècle avec Boccace qui va se mettre à complètement féminiser le récit, donc à l'appeler elle, à lui Jeanne, elle avait un mec, voilà, enfin, c'est une femme. Et à partir de ce moment-là, on va avoir au XVIe siècle plus des représentations d'un accouchement plutôt représenté dans une tradition iconographique féminine. Cependant, là, comme ça, de tête, il y a le parallèle avec Jeanne d'Arc sur ce que vous dites, sur voilà, la taille un peu cintrée, ce genre de choses, je l'ai pas trouvé, mais c'est vraiment par exemple sur la signification sur les cheveux très longs par exemple, ou sur la position du corps, ou typiquement sur le fait que au lieu d'être debout et que l'enfant jaillisse du ventre, Jeanne pour le coup sera allongée par terre, écroulée, les jambes écartées avec la curie et le bébé qui sort quoi. Mais voilà, en termes de vêtements, elle sera toujours habillée avec les vêtements du pape. En tout cas, de ce que j'ai pu voir pour le moment. Donc, c'est à prendre avec un peu de recul. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Non, oui, merci. C'est vrai que ça m'avait fait réfléchir même sur des personnages comme Silence, qui avait été aussi étudié par Clovis Maillet, où pareil, le vêtement joue vraiment ce rôle de marqueur social du genre et de marqueur masculin. Donc, ça m'avait... Mais merci, ça a répondu à ma question. Merci. J'ai peut-être une dernière question. Je ne sais pas, il marche plus aussi. C'est pas grave. Vous m'entendez à peu près ? Une dernière question rapide pour Ali avant qu'on parte en pause. Ali, tout à l'heure, tu parlais de manière extrêmement pudique, justement, d'une forme peut-être d'appréhension ou de méfiance d'une institution ou d'une collectivité, en l'occurrence, je ne sais pas, par rapport à un certain nombre de choix muséographiques. Est-ce que, depuis que l'exposition a ouvert, enfin pendant la période d'exploitation, est-ce que vous avez eu des retours négatifs ? Est-ce que c'est simplement une appréhension qui finalement n'a pas lieu d'être puisque les choses se passent bien par la suite ? Ou est-ce que il y a eu une appréhension, du moins en interne et auprès de la collectivité lors de la conception et de la production de l'exposition, notamment qu'on porte cette exposition comme un facteur militant. Ça a été réellement perçu. Tel quel, mais une fois que le contenu scientifique a été validé, que nous avons commencé à la partager, à la retranscrire, notamment à la collectivité et à certains membres professionnels également du musée, on va dire que ça a beaucoup diminué. Donc il y a une réelle confiance qui a été construite au fur et à mesure du projet. Et le plus beau cadeau, je dirais, c'est le retour des visiteurs. Il y a un retour que j'ai pas intégré, mais qui m'avait fait beaucoup rire. C'était Hervé, 76 ans, qui visite l'exposition avec sa petite fille. Et il disait, je réduis grosso modo, j'ai été extrêmement choqué de visiter cette exposition avec ma petite Sylvie. Donc j'imagine qu'il parlait de sa petite fille. Point. Et deuxième ligne, mais à titre personnel, j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci encore à tous les trois. On part en pause et on reprend avec la prochaine intervention à 11h05. À tout de suite.